Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester fidèle à ITV en ce 28 janvier. La sécurité du quotidien est un intrant précieux des quartiers de Dakar se calfeutre et dans la foulée, le positionnement de la Turquie, l'ami qui nous veut du bien, on veut bien le croire. Voici la colonne vertébrale du journal. Par les temps qui courent, une vigilance intraitable n'est jamais superflue, c'est même un ingrédient vital. Beaucoup de cités dans la capitale ont anticipé et adressé la problématique en s'appuyant sur les ASP, une tendance en apparence efficace que le ministre de l'Intérieur a cautionnée. La peur panique s'installe dans le monde avec la diffusion de l'épidémie du coronavirus dont l'épicentre se situe en Chine. Le secrétaire d'État au Sénégalais de l'étranger a apaisé les inquiétudes en signifiant que nos compatriotes installés en Chine ne sont pas touchés par le virus. On touche du bois. La Turquie et le Sénégal filent le parfait amour. La destination Sénégal plaît bien à Erdogan. En séjour à Dakar, le président turc a assisté avec son homologue sénégalais, le président Macky Sall, à la signature de plusieurs accords économiques, dont un portant sur la construction du futur stade olympique de Diamniadio qui coûtera 155 milliards. Il y a aussi la question de l'exportation de l'arachide du Sénégal. C'est un métier très manuel et physique en même temps, malgré les apparences et la position constamment assise. Cela relève aussi du grand art avec au bout des pièces de toute beauté. Mais l'activité étouffe sous le poids écrasant de la concurrence étrangère et du dumping. Le métier est aujourd'hui au bord de la déchirure. Le développement dans un instant. Face donc à l'insécurité grandissante, beaucoup de quartiers de Dakar ont pris sur eux de se calfeutrer. Une quinzaine de cités dakaroises donc ont anticipé les questions de sécurité. L'exemple de la cité d'Amel est souvent une référence avec un dispositif qui implique parfaitement les ASP, les agents de sécurité, de proximité et du quotidien. Le ministre de l'Intérieur a béni l'initiative. L'État est d'ailleurs en train de voir quel sera l'avenir de ces ASP. On voit les détails avec Abdourahmane Ly et Moussa Fall dans ce reportage. Les autorités ont-elles du mal à prendre en charge la sécurité publique? Une certitude, l'insécurité gagne du terrain au Sénégal. Une insécurité qui se traduit pour la plupart par des cas de meurtre. Ce qui explique d'ailleurs ce dispositif mis en place à la cité d'Amel par la direction de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Le directeur des opérations, le colonel Antoine Wardini, explique. Donc les gars sont là pour observer, pour regarder s'il y a un danger qui arrive, s'il y a une menace qui arrive. Leur rôle, c'est de rendre compte, on a les téléphones RP là, ils rendent compte à leur chef de poste. Le chef de poste vient intervenir avec des éléments. Si le chef de poste juge que c'est trop dangereux, c'est trop machin, le chef de poste a le devoir d'appeler la police, parce qu'on travaille avec la police, ou la gendarmerie, ça dépend de quelle localité là où il se trouve. Donc on les appelle, ils viennent pour gérer la menace en même temps que nous. Mais si c'est un petit problème, nous on peut le gérer. Si la police n'a pas les moyens pour venir des fois, ou bien la police est trop occupée également, nous on a un dispositif mobile, c'est-à-dire il y en a des véhicules qui tournent, les véhicules des contrôleurs. Une initiative qui porte déjà ses fruits, selon le directeur de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. La sécurité s'est renforcée davantage. Les lieux de culte sont davantage fréquentés, ce qui n'était pas le cas avant. Les commerces sont ouverts jusqu'à des heures très tardives le soir, ce qui n'était pas le cas avant. Et le prix du loyer, malheureusement, a même augmenté. Parce que dans des quartiers où il y a une pleine sécurité. Ce qui lui vaut le nom de quartier sûr. Des démonstrations s'en sont suivies dans le but de dissuader les récalcitrants. Pour l'heure, si l'on se fie à Biram Faye, Dakar compte 15 quartiers sûrs, un fait que le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, magnifie.
force est de constater que vous êtes, en tout cas, la structure de l'État la plus présente dans le territoire. Parce que vous êtes partout. Vous êtes dans toutes les régions, vous êtes dans tous les départements, vous êtes dans toutes les communes. Et vous assistez aujourd'hui la gendarmerie et la police dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, les sapeurs veulent s'y ajouter, la douane. Ça montre déjà que le travail que vous avez fait par ailleurs est bien apprécié. Et mieux, aujourd'hui, je sais qu'avec l'expérience réussie de quartier sûr, vous ne pourrez peut-être même pas répondre à toutes les sollicitations. La grande problématique reste l'insécurité au niveau national. Mais pour le directeur de la dite structure, la sécurité existe bien au Sénégal. La première chose à laquelle nous faisons face, c'est davantage renforcer, marquer notre présence dans le cadre de notre code de métier, renforcer la sécurité dans ce pays, parce qu'il y en a déjà. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan national de prévention et de lutte contre la délinquance, une mission que comptent bien accomplir les agents de l'ASP en collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans un contexte d'insécurité généralisée. Les virus sont intrusifs et ne connaissent pas les frontières. Le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur demande pourtant que l'on soit apaisé face au coronavirus qui est en train de déployer ses cornes lentement mais sûrement. Il fait observer, le secrétaire d'État, que la situation des Sénégalais établis à Wuhan, l'épicentre chinois de l'épidémie, que ces Sénégalais donc se trouvent en bonne santé et qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer et s'inquiéter. Outre mesure, le monitoring concernant ces expatriés sénégalais est en cours et on va écouter donc Moïse Sarr qui était interrogé ici par Babacar Ndaoufé et Sidigna. Aujourd'hui, quand on lit les réseaux sociaux, la toile, il y a effectivement des rumeurs de partout, mais je vous rassurer, mes compatriotes, nos compatriotes, les parents de ces jeunes étudiants, compatriotes sénégalais qui sont en Chine, et plus particulièrement dans la ville de Wuhan, pour le dire qu'aucun Sénégalais n'est atteint de ce virus. Aucun. Ça, au moins, c'est une information qui est capitale. Ils sont épargnés pour le moment et on croise les doigts pour qu'il en soit ainsi. La deuxième précision à faire, c'est que l'ambassade du Sénégal est en contact permanent avec les responsables étudiants, à l'occurrence M. Mbaké Amar pour la ville de Wuhan et M. Sissoko au niveau national. Donc le contact est établi et le contact est permanent. Ils discutent, ils évaluent, ils échangent et l'ambassade portera secours et assistance. La troisième précision à faire, c'est qu'effectivement, il y a une psychose. Ça aussi, il y a le stress qui monte. Et quand on dit que la ville est en quarantaine, donc le réflexe naturel, c'est d'aller vers les grands magasins pour s'approvisionner en nourriture. Mais je tiens une fois de plus à les rassurer. Ce qui est dit n'est pas conforme à la réalité. Il n'y a pas une attente d'une mort lente. Et ici à Dakar, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes entre le Sénégal et la Turquie qui ont signé aujourd'hui plusieurs accords économiques en divers domaines. Les deux pays entendent ainsi franchir un nouveau palier dans leur coopération bilatérale. Les chefs d'État turcs et sénégalais ont donné donc un point de presse, c'était au Palais de la République, la crise libyenne, un pays qui est en train de se désintégrer ou qui est d'ailleurs déjà a occupé quelques espaces dans les communications qui ont été livrés. Ibrahim Ndiaye assure ici le compte-rendu. Après un tête-à-tête de plus de 2 heures, les chefs d'État sénégalais et turcs rejoignent les fortes délégations qui les attendaient dans la salle des banquets, ministres, directeurs généraux, acteurs économiques du Sénégal et de la Turquie,
Tous ont pris part au mini-sommet économique entre les deux pays, des échanges qui ont permis de signer 7 nouveaux accords de coopération, s'est réjoui le président de la République. La Turquie est un partenaire important du Sénégal qui nous accompagne, en particulier dans la réalisation diligente d'infrastructures majeures de développement. Cela faisait plus d'1 an que le chef d'État turc n'avait plus foulé le sol sénégalais. Sa dernière visite officielle à Dakar remonte au 28 février 2018. Ce nouveau déplacement au Sénégal a permis de constater la bonne dynamique des relations entre les deux pays selon Recep Tayyip Erdogan. Les données de 2019 nous montrent bien que nous devons consacrer davantage d'efforts pour développer les liens commerciaux entre nos pays respectifs. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous nous sommes fixés un objectif ambitieux qui est d'atteindre $1 milliard. Au-delà de la coopération économique, le dossier libyen a été au cœur du point de presse entre Macky Sall et son homologue turc, une occasion pour le président de la République de manifester son inquiétude face aux interventions militaires en Libye. Macky Sall estime que seule la solution politique est souhaitable. Notre conviction est que le conflit libyen se résoudra par la voie politique et non la voie militaire. Bien entendu, j'ai noté les explications qu'il m'a données sur le sujet et je l'ai encouragé à poursuivre ses efforts dans le cadre de la recherche d'une solution politique en Libye, étant entendu que l'inquiétude de l'Afrique, c'est que toutes ces armes, même si demain on a une solution en Libye, risquent encore de transiter vers le Sahel. Recep Tayyip Erdogan a quant à lui tenu à rassurer l'opinion sur l'intervention turque en Libye et Dakar lui a servi de tribune pour fustiger le camp du maréchal Haftar. Nous avons eu plusieurs réunions. Hier, déjà, le général Haftar ne s'est pas rendu au lieu de rencontre qui était déjà fixé. Par exemple, il ne s'est pas rendu en Tunisie. Je ne pense pas qu'il se soucie vraiment de résoudre cette question. Tout au contraire. Vous savez qu'il est soutenu par Wagner et puis d'autres sont derrière ces forces. Ce sont donc des légionnaires. À la fin du point de presse entre Macky Sall et Recep Tayyip Erdogan, les représentants des secteurs privés sénégalais et turcs se sont retrouvés autour d'un forum économique. L'objectif, trouver les voies et moyens pour booster la coopération bilatérale entre Ankara et Dakar pour les prochaines années. Et toujours avec les questions institutionnelles, on va signaler cet atelier d'harmonisation du plan national d'action du MAIEP, autrement dit le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Au cours des travaux, des manquements ont été pointés dans le rapport de bonne gouvernance présenté par le Sénégal et toutes ces incohérences concernent la gouvernance politique et démocratique. Les détails ici avec Boubacar Dia. Les enquêtes menées auprès de la population et des autorités administratives et politiques sur la bonne gouvernance ont révélé des insuffisances sur la gouvernance politique et démocratique du Sénégal. Il y a un certain nombre de points faibles. Par exemple, en matière de gouvernance politique et démocratique, quelques insuffisances ont été relevées par le rapport. Tout de même, des points positifs sont ressortis de ces enquêtes, parmi lesquels le plan Sésame et le programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Quelques points forts sur le plan du développement social, c'est ce qu'on voit, on parle en général de CMU, on parle en général du plan Sésame, on parle en général du PIDC, etc. Il y a un certain nombre de points forts. Les enquêtes qui ont permis de dresser le rapport sur la bonne gouvernance se sont déroulées sur un long processus. Et il a fallu faire des interviews auprès des populations, aller demander aux populations leur ressenti en ce qui concerne la gouvernance de leur pays, comment ils ressentent la gouvernance de leur pays, quelles sont leurs aspirations, quelles sont les observations qu'ils font sur la gouvernance de leur pays. Le lancement du rapport définitif sur la bonne gouvernance est prévu le jeudi prochain au Centre international de conférence Abdou Diouf, CICAD. À cette occasion,
Une conférence publique va être organisée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le thème, le rôle de la jeunesse dans la quête de la bonne gouvernance. Et la loterie nationale sénégalaise vient de consacrer un nouveau millionnaire, une nouvelle millionnaire, devrait-on d'ailleurs dire, puisque la dame Nancy Mbeng, restauratrice de son état, s'est vue servir un gros lot de plus de 66 millions de francs grâce au loto. La dame Vénard, et qui avait donc la banane, a témoigné de la pertinence de la diversification des produits proposés par la loterie nationale sénégalaise. Cheikh Hassan Affal. La LONASE a encore fait une millionnaire après avoir plusieurs fois empoché des gains intermédiaires. Nancy Mbeng, restauratrice, a décroché le jackpot au loto. Quelquefois, il m'arrivait de venir jouer des sommes entre 300 et 10 000 francs. Ce matin-là, je suis venue, j'ai joué. Le jeune homme m'a ensuite dit que j'avais gagné. Je ne pensais pas que la somme allait être aussi importante. Je ne savais pas. Un gain de plus de 66 millions qu'elle compte déjà utiliser pour se trouver un foyer. Je pourrais faire beaucoup de choses avec cet argent. J'aimerais bien acheter une maison. Et je le peux, car la somme est assez importante. Une nouvelle gagnante qui vient rejoindre le lot des millionnaires de la LONASE, la loterie nationale sénégalaise, qui se félicite par ailleurs de la diversité de ses gagnants. Nous avons toutes les gammes de produits, allant du PMU jusqu'au loto, le pari-foot, donc en essayant de toucher le maximum de cibles possibles, parce que quand même notre clientèle est répartie en différents segments, et les segments aussi sont variés, et pour chaque segment, nous avons un type de produit qui convient. Donc avoir une gagnante quand même millionnaire aussi, c'est quelque chose de remarquable, pour nous dire également que notre clientèle n'est pas essentiellement ou bien exclusivement masculine. La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation, cette devise de la loterie nationale sénégalaise se justifie au fil des ans, avec des souscripteurs qui s'enrichissent de plus en plus. Voilà, on l'a entendu, la dame veut donc s'acheter un cadastre avec ce gros lot. L'UFR Sciences de l'éducation de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a à son tour ouvert un colloque pour conceptualiser sa compréhension au regard des dimensions scientifiques de la recherche en francophonie. Nos correspondants permanents à Saint-Louis, à l'ETIAM, et Momar Alissignan notamment nous en restitue ici les travaux. L'université Gaston Berger de Saint-Louis abrite depuis ce matin un colloque international interdisciplinaire sur le thème « L'autre face de la recherche francophone, quelle dimension scientifique ?» Ce colloque, organisé par l'UFR des sciences de l'éducation, offre ainsi à l'université Gaston Berger de Saint-Louis une occasion de s'ouvrir au reste du monde. L'université a des missions, parmi lesquelles l'enseignement et la recherche. Je pense qu'il est bon aussi que nos collègues qui sont dans les UFR, qui font de la recherche, rendent visibles les résultats de la recherche. Et une des façons de le faire, c'est d'organiser ce genre de colloques où d'autres personnes sont invitées, d'autres collègues, d'autres pays sont invités avec une autre vision. Et ceci permet aussi de rendre en tout cas plus performante ce que nous attendons encore des missions de notre université. Durant 2 jours, les participants venus de 12 pays d'Afrique et d'Europe vont échanger pour une amélioration de la recherche. Ce qui est visé à travers ce colloque, c'est que nous puissions avoir, pour la recherche scientifique dans le monde francophone, des éléments, des aspects beaucoup plus pertinents en termes de contexte, en termes de dynamique de recherche, en termes d'intervenants qui puissent vraiment donner de leur sens, donner de leur personne pour que la recherche puisse continuer à avancer en tant qu'entité du monde universitaire. Ces participants espèrent bien tirer profit de cette rencontre internationale pour obtenir de meilleurs résultats dans leurs recherches futures.
Le monde est donc immense au-delà de nos murs d'habitation et il est également dans les yeux de celui qui le regarde. Les actualités internationales sont aujourd'hui prises en charge et commentées par Mamadou Gueye Kassé. La justice malienne ordonne la mise en liberté provisoire du général putschiste Amadou Sanogo, détenu depuis 6 ans. La cour d'appel de Bamako a également décidé de libérer l'auteur du coup d'État de 2012 ainsi qu'une douzaine de ses co-détenus. Une décision qui intervient au moment où l'armée malienne est soumise à la pression des attaques djihadistes qui ont fait des centaines de morts dans ses rangs ces derniers mois. La décision de la Cour était attendue comme susceptible de désamorcer de possibles tensions que causerait une éventuelle reprise de son procès. Amadou Sanogo est l'un des leaders du coup d'État qui avait chassé le président Amadou Toumani Touré le 22 mars 2012. Ce coup d'État avait précipité la déroute de l'armée face à la rébellion à dominante Touareg et au groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda dans le nord du pays. La région était tombée sous la coupe des djihadistes qui avaient évincé les rebelles. Au moment où le nombre de cas de contamination au coronavirus de Wuhan en Chine a bondi de près de 60% en 24 heures, le président chinois Xi Jinping assure que son pays viendrait à bout de ce mal qui provoque la psychose à travers le monde entier. Mais en dépit de la confiance affichée par le numéro 1 chinois, face à une épidémie qui a fait 106 morts à l'intérieur des frontières du pays le plus peuplé au monde, le niveau d'alerte mondial continue de croître. Le territoire autonome de Hong Kong a décidé de suspendre certaines liaisons maritimes et ferroviaires avec la Chine continentale. La France et le Japon se préparent à évacuer leurs ressortissants. De même que les États-Unis qui vont affréter dès demain mercredi un avion pour rapatrier le personnel consulaire à Wuhan, ville où le virus est apparu début décembre. 14 pays ont fait état de cas confirmés. Le Sri Lanka et l'Allemagne sont les 2 derniers à être venus s'ajouter à cette liste. Donald Trump a présenté ce mardi après-midi son plan de paix pour l'Israël et la Palestine en présence du Premier ministre de l'État hébreu Benjamin Netanyahou. Le président américain a suggéré une capitale palestinienne à Jérusalem-Est tout en soulignant que Jérusalem va rester la capitale indivisible d'Israël. Ce plan de 80 pages, le plus détaillé jamais mis au point selon lui, va permettre à Israël de faire un grand pas vers la paix. Il a en particulier évoqué une solution réaliste à 2 États qui résout le risque que représente un État palestinien pour la sécurité d'Israël. Toutefois, Donald Trump avertit que le futur État palestinien ne verrait le jour que sous plusieurs conditions, dont le rejet clair du terrorisme. Le président américain a aussi suggéré une capitale palestinienne à Jérusalem-Est, partie de la ville occupée depuis 1967 par Israël, puis annexée, dont les Palestiniens veulent faire la capitale de l'État auquel ils aspirent. Le Premier ministre israélien, lui, a salué cette journée qu'il a qualifiée d'historique. La solution à la crise, c'est la culture et la diffusion des arts en masse. C'est ce qu'a compris le promoteur du festival du cinéma intitulé Caméra 72, appelé aussi les Journées du documentaire artistique de Dakar. C'est l'édition initiale que la Maison de la Culture d'Outasek vient d'accueillir et où est en train d'accueillir d'ailleurs le fondateur, animateur et journaliste culturel Alioune Diop cherche ainsi à valoriser les réalisateurs et toutes autres disciplines artistiques. On l'écoute ici expliquer les tenants et les aboutissants. C'était au micro de Seleman Diallo. C'est une vieille idée, hein, un vieux projet dans ma tête. Je viens de réaliser cela, c'est vrai. Mais j'ai toujours pensé à ça, sur l'intitulé, le contenu. Et que mon objectif, c'est de valoriser le travail des réalisateurs. Ensuite, permettre aux arts d'avoir un autre support promotionnel. Et puis renforcer aussi, à ma manière, modestement, l'agenda culturel et touristique du Sénégal. Voilà pourquoi j'ai mis en place ce festival, pour vraiment ne projeter que des films qui parlent d'art, essentiellement documentaires, artistiques, courts-métrages, moyens-métrages, mais aussi longs-métrages.
Beaucoup d'artistes disparus figurent dans ces films. Moustapha Dimé déjà, il n'est plus avec nous. Seyni Mbaye, Ibrahim Kébé et d'autres artistes, Souley Keita. Donc c'est une façon de rendre hommage à ces artistes qui nous ont quittés. Raison pour laquelle j'ai mis 2 films de Laurence Attali pour se souvenir vraiment de ces gens qui ont valorisé les arts plastiques au Sénégal, qui ont valorisé les arts plastiques du Sénégal dans le monde aussi. Voilà, la chevelure poivre-sel de Alioune Diop qui est aussi signe de sagesse. Les tisserands sénégalais ont aussi les cheveux blancs. Le métier manuel qui remonte au fond des âges se déchire sur la réalité de la concurrence ainsi que le dumping des étrangers leur fait voir donc des vertes et des pas mûres tout le temps. Les tisserands sénégalais se retrouvent ainsi sur le carreau et dans une grande souffrance. Voici le sujet réalisé à ce propos par Mame Abdou Gueye Kassé et Souleymane Diallo. À Dakar, certains tisserands exercent à hauteur de l'avenue Cheikh Anta Diop, non loin du rond-point Sam, à l'image de ce Bissau-Guinéen. Le métier de tisserand est une activité pénible qui mobilise beaucoup de force. Notre interlocuteur affirme que son activité n'est plus aussi lucrative qu'auparavant. La raison se trouve dans la concurrence déloyale des tissus chinois. Notre activité ne marche plus comme avant. La conjoncture est difficile. Les Chinois l'ont mise à mal. Ils ont injecté dans le marché plusieurs variétés de tissus de faible qualité et très accessibles. À face, à quelques pas du centre de formation artisanale, cet autre Bissau-Guinéen s'affaire au tissage. Comme Miguel, son prédécesseur, il pointe un doigt accusateur sur la concurrence qui déverse des tissus de moindre qualité dont les prix sont imbattables. Les tissus fabriqués en Chine sont de qualité inférieure aux nôtres. En plus, ils sont beaucoup plus moins chers que ceux que nous confectionnons. Le métier de tisserand est une activité qui nécessite beaucoup d'efforts. Ce tissu de 12 mètres qu'il fabrique, dont le prix est fixé au maximum à 22 000, peut lui prendre toute une journée. Ce tissu que je suis en train de confectionner va faire 12 mètres. Depuis 7 h du matin, je suis dessus. Là, je risque de le finir à 18 h. Nous pouvons rester une semaine sans vendre, ne serait-ce qu'un seul. Le tissage, bien ancré dans la tradition africaine, traverse une mauvaise passe. Malgré tout, les acteurs ne se découragent pas et s'accrochent à leur passion. Voilà, c'est donc avec ce reportage de Mame Abdou Gueye Kassé qu'on va refermer cette édition. La météo dans un instant. Il y aura également, comme tous les jours, les inspirations du professeur philosophe Keno Askanui ce soir avec Khalifa Diakhaté. Wood un peu plus tard, l'émission cinéma avec Ibrahima Kamara, Alassane Samba Diop, l'air du temps. Voilà donc toutes ces émissions qui vont constituer ce soir la soirée d'ITV. S'informer est aussi important que l'air que l'on respire. Soda Diakoumpa vous donne rendez-vous en fin de soirée. Merci de votre attention et passez une très bonne soirée. Au revoir.